bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on va évoquer à deux voix un sujet qui vous intéresse toutes, qui est comment se lancer dans l'immobilier locatif et surtout, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on se décide à se lancer. Et on va le faire à deux voix avec mon invité du jour qui est Victoria. Bonjour Ophélie. Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin, à nous mettre un pouce pour soutenir cette création de contenu et à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de votre liberté financière. Alors justement, Victoria, est-ce que peux-tu nous expliquer un petit peu ce qu'est ton parcours et comment tu en es venue à avoir envie de te lancer dans l'immobilier locatif? Alors déjà, merci pour l'invitation. Alors mon parcours, tout a commencé en fait quand j'étais en CDI il y a quelques années. J'étais dans une boîte de e-commerce et je me plaisais vraiment, hein. J'adorais le métier que je faisais. Mais au bout d'un certain temps, j'ai commencé à m'ennuyer un petit peu. Et moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre des nouvelles choses et en fait, je tournais en rond. Donc j'ai fini par commencer à regarder un petit peu ce que je pouvais faire à côté de mon travail. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai découvert le développement personnel, mais également la notion d'indépendance financière. Et au début, je ne connaissais pas du tout cette notion-là, puis finalement, ça a attisé ma curiosité et je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que ça répondrait vraiment à mes besoins actuels parce que à ce moment-là, j'étais dans un salariat typique, 35 heures, j'avais pas beaucoup de vacances. Enfin, voilà, j'étais très frustrée aussi parce que je prenais les transports, 2 heures de transport par jour. Voilà, donc tout ça m'a donné envie finalement d'atteindre cette indépendance financière. Et c'est comme ça que je suis arrivée vers l'immobilier. J'ai testé plein de choses avant, mais en fait, je me suis rendu compte que l'immobilier, c'était le chemin le plus facile pour atteindre l'indépendance financière. Oui, en fait, tu as voulu t'offrir une plus grande liberté de choix. Et puis, bah, comme tu le disais, quand on est salarié, finalement, une des manières les plus rapides de commencer à se bâtir un patrimoine et donc une plus grande indépendance financière, quand on part de zéro, bah, c'est transformer quelque part son droit à l'emprunt bancaire et faire valoir ce qu'on appelle l'effet levier. C'est certainement ce que tu t'es dit. Exactement. J'étais en CDI, donc j'avais tout ce qu'il fallait pour me lancer. Et en réalité, je me suis lancée il y a 6 ans maintenant. Et quand je me suis lancée, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Et notamment, je n'avais pas préparé mes finances. Donc j'avais beau être en CDI, j'ai eu que des refus de financement. Et c'est comme ça en fait que je me suis réorientée. Finalement, je suis devenue chasseuse de biens rentables. Oui, le salariat sur le papier, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Et c'est là où en fait, j'ai commencé à faire mes premières erreurs pour investir. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec le recul, avec mon expérience de chasseuse, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont permis de comprendre et de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de savoir comment s'y prendre justement pour se lancer sereinement et réussir ses investissements. Oui, alors justement, ce que tu expliquais, la plupart des personnes, en fait, ne pensent pas avoir de problème de relation avec l'argent et de gestion. C'est-à-dire, tout le monde pense très bien gérer son argent. Or, quand je discute avec pas mal de personnes, tout le monde me pose la question du comment, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Et la première des choses, c'est déjà de remettre les choses à plat sur notre propre relation à l'argent, ce qu'on nous a transmis sur ce sujet-là, et puis de mettre en place un système de gestion optimisé aux petits oignons. Et ça, il y a très peu de personnes qui le font. Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'éducation financière en France. Moi, je m'en suis rendu compte avec cet investissement que je n'ai pas réussi à mener jusqu'au bout. Et quand on regarde de plus près, on se dit c'est du bon sens. J'étais à découvert tous les mois. Forcément, la banque, elle se dit j'ai pas confiance, je peux pas prêter de l'argent à une personne qui est découverte tous les mois. Et pourtant, ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui sont dans cette situation-là, malgré un bon salaire parfois. Et c'était mon cas, j'avais un très bon salaire, mais j'avais pas, voilà, j'avais des découvertes, j'avais encore un crédit étudiant en cours de remboursement. Donc tout ça mis bout à bout, la banque, voilà, ne fait pas confiance. Voilà, et c'est vraiment un sujet, oui, pour moi qui est primordial avant toute chose de s'éduquer justement sur les finances, hein. Je pense que tu es bien placé pour le savoir et pour répandre l'idée. Oui, et puis, bah, quelque part, en discuter avec quelqu'un qui va nous envoyer un avis extérieur, parce que, on ne pense pas avoir des marges de manœuvre, alors que souvent, en fait, on en a énormément. Et comme tu le disais, alors moi, je vois énormément de personnes qui pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent, pour que le banquier vous prête. Non, il vaut mieux, lui prouver que vous avez une gestion très saine de l'argent, même si vous avez des petits revenus. C'est ça. À partir du moment où on a une bonne gestion de ses finances, où on a des revenus réguliers,
où on épargne de l'argent de manière régulière, où on se montre un peu comme un bon père de famille, même si je n'aime pas cette expression. Voilà, on comprend le sens. La banque, voilà, elle fait confiance. Et puis, si on vient avec un projet qui est solide, qui est rentable, la banque est en confiance, elle est rassurée, elle se dit qu'elle peut prêter facilement. Et ça, même si on gagne que le SMIC, voire même moins, en fait. Oui, alors c'est la même chose sur un projet d'entreprise, parce que j'accompagne aussi des gens qui ont des projets d'entreprise et qui souvent ont besoin de remettre en question leur relation à l'argent. Alors, tu disais justement toutes ces erreurs qu'on peut faire au démarrage quand on souhaite se lancer dans l'immobilier locatif. Donc, il y a cette première partie qui est de sous-estimer la notion de bonne gestion, qui est le premier critère qui va vous permettre de passer l'étape de la banque. Le deuxième, c'est de se former et de construire un projet solide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et oui, se former, parce que l'immobilier, c'est pas rien, mine de rien. On va pas juste acheter des carottes au supermarché. Donc, c'est quand même, on parle de dizaines de milliers d'euros. On va parler aussi de mettre à louer. Donc, ça veut dire qu'on va mettre des êtres humains dans un lieu. On va s'occuper d'eux, en fait, en quelque sorte. Et c'est des enjeux assez importants. Et donc, on ne peut pas prendre à la légère ce genre de choses. On est obligé de bien se former. Et aussi parce que c'est hyper, comment dire, complet. L'immobilier, on passe par plein de sujets d'expertise différents. On va avoir la recherche du bien, on va avoir la recherche du financement, on va avoir les travaux de rénovation, la gestion locative. Tout ça, ça représente énormément de connaissances, énormément de compétences aussi à acquérir. Donc ça, c'est hyper important de bien se former et de bien s'entourer pour réaliser son investissement sereinement. Oui, parce qu'il ne suffit pas en fait de trouver un endroit qui vous plaît, d'avoir identifié une personne que vous connaissez pour avoir un projet d'immobilier locatif rentable, durable et solide. C'est bien autre chose dont on parle. Il va vous falloir négocier, il va vous falloir incorporer, oui, on le disait, le coût des travaux. Il va vous falloir réfléchir cash flow, c'est-à-dire quel est l'équilibre économique global de ce projet en prenant une marge de manœuvre, en comprenant la fiscalité optimisée, parce que ça aussi c'est un sujet que souvent les personnes laissent sous le tapis. Et puis, vous faire accompagner aussi pour réfléchir à toutes ces choses auxquelles vous n'avez pas pensé, parce que c'est uniquement une personne qui l'a déjà fait qui va vous permettre de vous alerter sur toutes ces petites choses qui vont faire monter l'addition et parfois, elle peut devenir très salée. Surtout, nous ne sommes absolument pas là justement pour vous faire peur, parce que monter un projet d'immobilier locatif, c'est justement un des vecteurs qui va vous amener vers la liberté financière, mais c'est un projet qui se réfléchit et pour lequel c'est important de mettre aussi un budget de démarrage pour se former et se faire accompagner. Parce que finalement, quand on regarde ce que ça représente sur le coût global du projet, c'est rien du tout, mais c'est ces rien du tout qui font que vous allez avancer dans la zénitude et dans la quiétude, alors que sinon, vous allez être stressé et angoissé tout le temps. C'est ça. Et puis, c'est des frais aussi qu'on peut déduire après, une fois qu'on a investi dans le bien. Donc, c'est quelque part des frais un petit peu cachés quelque part. Et puis aussi, ces frais-là qui vont représenter une somme vraiment minime comparée à tous les risques qu'on prend si on n'investit pas cette somme-là dans la formation et dans l'accompagnement. Pourquoi? Parce que si vous vous faites pas bien accompagner ou si vous ne vous formez pas sur un sujet et que vous faites des erreurs très coûteuses, parfois vous allez perdre des milliers et des milliers d'euros. Et comparé finalement à quelqu'un qui vous aurait accompagné, on s'y retrouve très rapidement. Oui, alors ça, il ne faut pas voir ça comme une dépense, mais c'est véritablement un investissement. C'est-à-dire que ça va vous rapporter plus que ce que ça vous coûte. Exactement, c'est ça. Justement, quelles sont des erreurs aussi que tu as fait, toi, dans ton parcours d'investisseuse immobilier? Une autre erreur aussi que j'ai fait pendant longtemps, c'était d'écouter un petit peu trop mon entourage proche qui n'était pas là où moi je souhaitais aller et qui n'avait pas forcément réussi leur investissement immobilier. Et donc, ils me remettaient leur peur sur moi. Ils me disaient, oui, fais attention Victoria, tu peux tomber sur des locataires qui ne vont pas payer, fais attention aux artisans, des fois ils ne font pas bien leur travail ou ils ne finissent pas leur chantier. Voilà, plein de mauvaises histoires qui font peur et qui, pendant longtemps, m'ont freiné et m'ont empêché de me lancer. Et puis, c'est surtout en fait que l'erreur, c'est qu'il ne faut pas écouter ces personnes-là parce que je n'ai pas envie de devenir ce qu'elles font, ce qu'elles sont, mais j'aspire en fait à des personnes qui ont réussi leur investissement locatif. Et donc pour ça, je vais écouter ce genre de personnes-là qui ont réussi et je vais écouter et savoir comment elles ont fait, comment elles s'y sont pris. Voilà, donc ça, c'est une des premières erreurs aussi que j'ai faites quand je me suis lancée.
Alors ça, c'est une erreur assez courante justement qui freine énormément de femmes. C'est ce que j'appelle les peurs importées et l'effet miroir. C'est-à-dire que dans votre entourage, à peu près tout le monde va vous dissuader de vous lancer. Déjà, vous allez avoir vos propres peurs et les autres vont souvent vous renvoyer leurs croyances limitantes. Or, ça s'apprend en fait, quelque part, à gérer et sélectionner des locataires. Ça fait partie des choses. Une fois que vous saurez le faire, vous saurez le faire pour la vie. Et c'est comme dans la vie, en fait, c'est gérer du relationnel. Et le relationnel, c'est plutôt agréable quand on a appris à le faire correctement. De la même manière, sélectionner ses artisans, c'est trouver des gens de confiance avec qui on a plaisir à travailler. Et le seul critère n'est pas le prix, c'est la qualité du service, la qualité de l'échange aussi qui rentre en compte. Et ça, voilà, il faut en passer par un entourage qui sont des gens qui ont réussi là où vous voulez réussir pour vous faire accompagner plutôt que d'écouter ceux qui n'ont pas réussi à passer à la vitesse supérieure. Parce que oui, il y a des gens qui réussissent et avec le sourire. Autre anecdote justement que tu voulais nous partager par rapport à ton propre parcours ou d'autres choses aussi que tu vois chez les femmes que tu accompagnes? Alors, je vois deux autres choses. Une erreur que moi j'ai faite aussi, c'était le fait que je me suis lancée sans avoir aucune épargne de côté et sans avoir aucun apport. Alors, à l'époque, c'était possible, c'était merveilleux, incroyable, voilà, bon, tant mieux. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible et je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable aujourd'hui de présenter un minimum d'apport pour un projet, déjà pour rassurer la banque, montrer la solidité financière qu'on peut avoir. Et puis aussi parce que quand on investit dans l'immobilier, on a quand même des risques à couvrir, même si ces risques ne se réveillent jamais, et je l'espère pour vous. Il peut se passer tout du jour au lendemain et il faut pouvoir avoir un backup, voilà, une sécurité derrière, et donc une épargne de sécurité en plus de l'apport, pour moi, est nécessaire. Et ça, c'est vraiment très important et on le sous-estime. On se dit oui, mais non, les locataires vont payer, les loyers vont couvrir, je ne sais pas moi, telle charge. Mais en réalité, quand on regarde de plus près, c'est toujours bien d'avoir sa propre enveloppe de sécurité pour tout aléa qui pourrait arriver dans l'immobilier. Et il y en a tout le temps des aléas. Oui, alors ça, c'est ce que tu disais, c'est les principes de bonne gestion. C'est-à-dire que souvent, on veut regarder par là, c'est-à-dire qu'on veut regarder le résultat qu'on a envie d'avoir et pas commencer à construire un socle solide, parce qu'en fait, on aimerait tous avoir une réponse et une solution extrêmement rapide qui nous permettrait de griller les étapes. Et pour autant, on ne peut commencer à investir que quand on a assaini sa relation à l'argent, ses finances et son organisation financière et mis en place un coussin de sécurité suffisamment solide pour se dire que quoi qu'il arrive, on sera zen et tout va bien se passer. C'est ça. Quelques conseils justement pour conclure pour des femmes qui voudraient se lancer. Alors on entend souvent aussi cette question de c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. En fait, c'est toujours le bon moment pour agir et construire sa liberté financière, quel que soit le support qu'on ait envie de choisir. En plus, de toute façon, c'est quelque chose qu'on construit dans la durée. Donc dites-vous bien que le marché tel que vous le connaissez aujourd'hui, il connaîtra des moments hauts, il connaîtra des moments bas, quel que soit le support que vous choisissiez, que ce soit l'immobilier, la bourse ou autre chose. D'ailleurs, l'immobilier connaît des cycles, il est même en train de muter sur certaines zones, sur ses formes. L'important, c'est véritablement que vous choisissiez un support et aussi des modalités d'immobilier locatif qui vous plaisent, parce que là aussi, maintenant, il y a de nombreux supports et de nombreuses manières de faire de l'immobilier locatif. Oui, alors dans l'investissement locatif, l'avantage, c'est qu'on peut avoir toutes sortes de locations. Donc, on peut mettre déjà à louer de manière nue ou meublée sur la longue durée ou sur la courte durée. Donc, on voit d'ailleurs une très forte tendance en ce moment sur les Airbnb et particulièrement sur les Airbnb atypiques. Là aussi, ça va dépendre des zones géographiques parce que suite aux dernières lois votées ces derniers mois, le gouvernement s'attaque un petit peu à la location saisonnière, donc il faut savoir s'adapter et ajuster son fusil d'épaule, je dirais. Mais l'avantage, c'est qu'un bon investisseur, justement, il sait s'adapter aux circonstances, au marché, à l'évolution de la réglementation. Et pour moi, en fait, à partir du moment où la location longue durée fonctionne, pour tout type de projet, tout le reste, c'est du bonus. Donc, on peut faire des colocations, on peut faire du co-living, on peut faire du Airbnb. Toutes ces nouvelles tendances qui sont vraiment géniales et qui permettent d'avoir une rentabilité beaucoup plus importante, elles sont top. Mais pour moi, c'est un bonus. C'est-à-dire qu'on peut y aller, mais à tout moment, on peut revenir sur la location longue durée
qui est très sécurisé. Oui, puis ce qui est important, c'est aussi de faire sa petite étude de marché parce qu'en fait, qu'est-ce qui va être bankable à un endroit ne le sera pas à un autre. Donc ça, c'est important que vous voyez ce que vous avez envie de faire, ce qui vous parle et qu'est-ce qui correspond à votre secteur. Et là, il n'y a jamais une réponse en kit. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement bénéficier de tes précieux conseils? Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, sur virtual-imo-coach.fr. Également sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et YouTube bientôt. Donc, c'est là que tu nous partages ton expérience, tes précieux conseils pour se lancer en toute quiétude et pas tomber justement dans les erreurs liées à l'immobilier locatif, les erreurs un petit peu classiques qu'on pourrait toutes être tentées de faire. Je te remercie beaucoup, Victoria, et je vous invite à nous mettre un commentaire que je transmettrai à Victoria si vous aviez des questions, et également à me faire part des sujets que vous aimeriez qu'on évoque sur les prochaines interviews de Fric au féminin. Et je vous dis à très bientôt encore. Merci Victoria. À bientôt, merci.